Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver comme chaque mercredi soir pour commenter et analyser les temps forts de l'actualité de la semaine. Et ce soir, l'actualité est essentiellement et surtout nationale. Le Maroc a en effet enfin pris sa place au sein de l'Union africaine. Cette adhésion a été entérinée lundi soir dans la capitale éthiopienne Addis Abeba où se tenait le 28e sommet de l'organisation. Ce retour dans la grande famille africaine et cette adhésion institutionnelle à l'organisation panafricaine marque un succès diplomatique et politique majeur pour le Royaume. Nous reviendrons donc ce soir avec nos invités sur les temps forts de ce sommet et sur le discours historique prononcé par le roi Mohamed VI hier devant l'Assemblée de l'Union africaine. Et puis, en toute fin d'émission, nous reviendrons sur une autre actualité sur le continent européen, cette fois en France, avec la nomination, l'élection de Benoît Hamon comme président du Parti socialiste pour les prochaines élections présidentielles françaises. Et pour analyser avec nous tous ces sujets ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Aziz Saïdi. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de la Tribune Afrique. À vos côtés, Monsieur Naïm Kamel, ravi de vous revoir encore une fois, directeur de publication de Quid.ma. Et puis, enfin, sur ce plateau, nous a rejoint également Aziz Boustar, directeur de publication du site panorapost.com et chroniqueur à Lux Radio. Alors, messieurs, donc... Bonsoir, Hanan. Bonsoir Aziz, bienvenue. Un petit commentaire, peut-être un tour de table rapide sur vos réactions par rapport à ce temps fort qu'a été l'adhésion du Maroc à l'Union africaine lundi et puis la mise en œuvre effective de cette adhésion puisque le Maroc a siégé dès le lendemain et puis surtout le roi a pu prononcer un discours devant l'Assemblée hier. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'appréhension de ce retour, Monsieur Saïdi? Moi, je pense d'abord que c'est l'achèvement d'un long périple qui nous a conduit jusqu'au fait de siéger à l'Africa Center d'Addis Abeba. C'est un moment important parce que le parti pris de revenir dans la famille africaine institutionnelle est désormais rempli. Mais je dirais que la bataille ne fait que commencer. Monsieur Kamel? Je dirais pas d'autres choses différentes. C'est un truisme de dire que c'est un aboutissement, mais j'aimerais revenir sur la procédure de l'adhésion. On essaie de créditer une thèse qui veut dire que le Maroc a été réintégré au sein de sa famille par consensus. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, le discours du roi lui-même le dit et le spécifie. Il dit que nous avons un soutien massif. Et par la suite, il dit que nous savons que nous ne faisons pas l'unanimité. Oui, mais la majorité était acquise pour l'adhésion du Royaume. L'écrasante majorité. Ce que je veux expliquer par là, c'est que quand on dit consensus, on a à un moment donné, après multiples manœuvres, de Zouma, d'Alger, de leurs alliés, ils sont une poignée d'une dizaine d'États, des réductibles qui sont restés sur leur position, vouloir... retarder l'adhésion du Maroc, à défaut de la stopper. Mais Alpha Condé est monté au créneau et il a été très efficace. Et pour camoufler la minorité pour nos téléspectateurs, c'est le nouveau président de la Guinée-Conakry et l'actuel président de l'Union africaine est monté au créneau pour dire à Zuma que la démocratie, c'est le vote, c'est le nombre, et que la majorité s'est dégagée. Et c'est là où ils ont fait un semblant de consensus pour que ces pays hostiles à la réintégration du Maroc ne paraissent pas la minorité qu'ils sont. Moi, si je Monsieur Saïdi, préciser un truc, c'est que, on entend partout, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a un vote, qui a voté pour, qui a voté contre. Comme le disait Naïm Kamel, il n'y a pas eu de vote. Il y a eu justement des tentatives, des manœuvres pour essayer de retarder l'adhésion du Maroc. Oui, les pays qu'évoquait Naïm Kamel, les irréductibles opposants, ont voulu revoir le procédé juridique de l'adhésion du Royaume. C'est ce qui a été contesté par Alpha Condé et les pays qui soutenaient le Maroc. Et justement, le président Alpha Condé a défendu le principe d'un État, une voix. Et quand les délégations ont commencé à s'exprimer, on a vu qu'il y avait une large majorité qui se déclarait. Et justement, le président sud-africain Zuma lui-même a pris la parole et pour s'éviter un camouflet, a dit que justement on allait y aller.
Alors, juste pour revenir à cette déclaration du roi lors de son discours hier, où il rappelle le fait que des pays s'opposaient à cette adhésion, voilà ce qu'il a dit. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire à fédérer et à aller de l'avant. Monsieur Alors, je voudrais Boustan. abonder dans le sens de mes amis en disant que c'est un aboutissement, d'accord. Je reprends ce que vous avez dit, c'est un succès indéniable. Moi, je dirais que c'est le succès. C'est 15 ans d'efforts qui ont commencé d'une manière un peu hésitante dans les années 2000, avec l'annulation de la dette des pays les moins avancés, des pays africains les moins avancés à l'égard du Maroc. Puis il y a eu une période où c'est pas passé grand-chose. Et à partir de 2010-2011, on voyait que c'était une orientation stratégique de la diplomatie marocaine. Donc c'était une restructuration, une réorientation, si vous voulez, de la diplomatie et des intérêts, du centre d'intérêt du Maroc. Premier point. Deuxième point, je voudrais revenir et les citer, si vous me permettez, Hanan, les pays. Alors, il n'y a pas eu de vote. Certes, il n'y a pas eu consensus non plus, mais il y a eu une démocratie parce que l'article 29 est très clair pour adhérer et pas pour retourner, parce que le Maroc n'a jamais fait partie de l'Union africaine, il est sorti de l'organisation des c'est militaires une africaine. adhésion Donc, à l'Union africaine pour le C'est une Maroc. adhésion. Et pour adhérer, l'article 29 est très clair, il précise qu'il faut la majorité simple. C'était le même article que pour l'OEA. Il a été reconduit. Oui, certainement, ils ont fait certainement du copier-coller. Mais c'est pas pour rien que juste après la lettre d'intention du roi Mohamed VI au sommet de Kigali en juillet dernier. Juste après, le lendemain, il y a eu la fameuse motion des 28. Et 28 Absolument, c'était le 18 juillet dernier. Voilà, 18 pays qui adressaient une motion au président de l'UA. 28, pardon. 28. Pour saluer la décision du Maroc de Voilà, réintégrer 28, l'Union africaine. c'est 27 plus 1. Et les Marocains savaient très bien qu'il y avait à peu près aux alentours de 40, mais ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils savaient que les amis d'à côté allaient commencer à s'activer. Alors, quand il y a eu les demandes, on va revenir, si vous voulez, par la suite sur le processus, ce qui s'était passé avec Madame Zouma, entre autres, surtout, essentiellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 42 pays qui ont donné leur accord. Donc forcément, quand il y a 42 qui donnent leur accord alors qu'il n'y en a que 28 qui sont requis, c'est là où le président guinéen Alpha Condé a réagi et le président rwandais Paul Kagame aussi a réagi en disant les règles de la démocratie sont claires, les articles sont clairs, on les applique, un point c'est tout. Alors qui sont ces pays? Et c'est très intéressant, si je les cite, c'est très intéressant parce qu'il faut voir quel genre de pays c'est. Alors c'est la Namibie, le Kenya, le Mozambique, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Lesotho, le Malawi, l'Afrique du Sud, l'Algérie, autant de pays qui ne brillent pas tellement par leur démocratie interne, autant de pays qui ne brillent pas par leur ancrage dans le développement économique, qui sont sur une autre logique, qui sont sur une logique qu'on retrouvera du côté d'Alger, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud, mais il me semble que avec l'Afrique du Sud, le problème soit un problème avec Jacob Zuma et pas avec l'Afrique du Sud. Le Maroc, du temps du roi Hassan II, avait de bonnes relations avec l'ANC. Avec Mandela. Et avec Mandela, qui était venu pour le remercier pour l'assistance qu'il lui avait apportée du temps de l'apartheid. Et donc, il n'y a pas de problème entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Il y a un problème entre Jacob Zuma et un problème avec le Maroc. Jacob Zuma est sur le départ pour les raisons que nous savons. Le problème, c'est que sa femme, qui est aussi hostile au Son Maroc, risque son ex-femme. On saura de prendre la tête de l'ANC dans ce processus. pour la Oui. présidence. Donc, Elle est en train Monsieur Dans Kamel. ce processus, non, parce qu'il me rappelle bien une chose, parce que Zuma, l'Afrique du Sud, l'Algérie, ils ont essayé de pousser l'affaire devant la commission juridique de l'UA pour dire tout simplement que le Maroc occupe une partie du territoire d'un État membre et que ceci entrait en contradiction avec l'acte constitutif de l'UA afin de trouver une argutie juridique pour bloquer le processus. Oui, c'était la raison de leur résistance lors de ce sommet, justement. Voilà, fort heureusement, les 39 ou les 42 sont passés outre. Ils n'ont pas tenu compte de cet avis qui est un avis consultatif, bien sûr, mais ils sont passés outre. D'où la solidité, ce que j'en déduis, c'est la solidité de la position marocaine aujourd'hui de l'UA. Ceux qui ont vécu les combats homériques que le Maroc avait menés au temps de Hassan II au sein de l'OEA vont pouvoir faire vraiment le parallèle, voir toute la différence entre ce qui a changé aujourd'hui.
Et c'est ça, malheureusement, où ni l'Afrique du Sud, ni ces pays qui ont été cités il y a un instant, ne se sont pas rendus compte que la guerre froide est terminée, que le monde n'est pas idéologique comme il était auparavant, et que le monde actuel est en train de changer à une vitesse grand V. Et ils sont dans un carcan idéologique qui date des années 60. C'est une bonne nouvelle pour le Maroc. Moi, je rajouterais juste Monsieur que Saïdi, sur la liste des pays cités, il y en a beaucoup qui sont dans la zone d'influence de l'Afrique du Sud et qui sont même des obligés économiques de l'Afrique du Sud. Comme les autos, il est voilà, enclavé. c'est pas des pays qui ont une indépendance mais de il y a décision. des aires d'influence qui ont été à l'œuvre et on l'a vu lors de ce sommet. Non, alors, une petite précision, Monsieur si vous me permettez, Hanna, pour rebondir sur ce que disait Naïm. Je ne vais même plus avoir besoin de poser des questions. Je sens qu'on va être suffisait de vous intarissable lancer. sur le sujet parce que c'était vraiment une fierté de voir ce qui s'est passé sur tout le processus qui a eu son point culminant dans le discours particulièrement On y revient dans un instant, émouvant. aux éléments du discours. On reviendra là-dessus. Mais ce qui est amusant, si on peut appeler ça amusant, c'est que cette commission, donc Madame Zouma avait demandé son rapport à un conseiller juridique qui avait dit ce que Naïm vient de dire. Le message justement qui a été adressé par aussi le personnel diplomatique sur cette question, je cite Salah Eddine Mezouar dans une adresse à la presse hier mardi. L'intégration du Maroc s'est faite après un débat démocratique dans un cadre tout à fait consensuel, on l'a dit. Le Maroc est revenu par la grande porte. L'Algérie a fait part de ses angoisses que l'on comprend, mais l'Algérie reste un pays voisin avec lequel nous voulons construire l'avenir. Donc il y a quand même un message constructif. Qu'est-ce qu'on peut retenir du symbole adressé à la fois aux opposants du Maroc et à nos voisins algériens? Cette idée est contenue dans le discours royal devant l'Assemblée de l'Union africaine. Au moment où il estampe dans son discours le différend algéro-marocain ou le conflit algéro-marocain sur le Sahara, et en lançant d'abord en piste l'UMA, qui devrait sortir de sa... Il l'a pas dit directement, mais en il a regretté qu'elle soit voilà, exactement, Vous me permettez l'état où elle se trouve aujourd'hui, en disant que non, il l'a dit d'une façon plus subtile. Donc je vais le citer, si vous permettez, Naïm Kamel. Pour que je ne perde pas mon idée. Restez sur l'humain. Je cite juste l'extrait du discours royal d'hier. Le Maroc a toujours considéré qu'il faut d'abord puiser sa force dans l'intégration de sa sous-région maghrébine. Or, force est de constater que la flamme de l'humain s'est éteinte parce que la foi dans un intérêt commun a disparu. L'élan mobilisateur de l'idéal maghrébin, promu par les générations pionnières des années 50, se trouve trahi. Il développe donc le manque de coopération et puis il termine par « Si nous n'agissons pas, sauf à prendre exemple sur les sous-régions africaines voisines, l'UMA se dissoudra dans son incapacité chronique à rencontrer les ambitions du traité de Marrakech qui lui a donné naissance il y a 28 ans. » Voilà pour préciser le discours du roi. En même temps, le souverain, je crois, là on est en train de passer subrepticement au deuxième axe, qui est le discours royal. Non, mais comme vous avez abordé l'humain, je reprends juste sa citation précise. C'est-à-dire que il a eu, dans la densité du discours royal, il y a eu la subtilité d'estamper, sans rien céder, la position du Maroc sur la marocanité du Sahara. Et d'ailleurs, il a émis une réserve sur l'article 3 de l'acte constitutif qui parle de frontières héritées du colonialisme. Et c'est curieux, le colonialisme est mauvais, sauf quand il s'agit de l'héritage frontalier qu'il livre au pays. Mais ça, on peut comprendre parce qu'il profite aux uns, je ne veux citer personne, je veux nommer personne, il profite aux uns au détriment des autres. En même temps, il a développé tout un axe de la génération de leaders décomplexés. Et c'est là où le discours devient vraiment, à mon sens, je ne veux pas dire révolutionnaire, mais il l'est presque, puisqu'il appelle à l'affranchissement. C'est-à-dire que ces dirigeants n'ont pas besoin d'être bien notés par l'Occident, n'ont pas besoin d'être contrôlés. Là, vous prenez de l'avance, parce que ça, on voulait y revenir tout à l'heure. Vous êtes éloigné de l'humain. Je vous laisse terminer. L'humain, pour moi, c'était juste un passage. Mais je dis que le souverain est resté dans une position d'ouverture sur l'avenir, en disant que ceux qui nous sont hostiles, quand il dit nous ne faisons pas l'unanimité, il a ouvert en disant vous allez voir. C'est-à-dire nous allons travailler, et c'est là où il dit le partage, le développement, le co-développement, la coopération sud-sud et tout ce qui s'ensuit. Et il est en espérant, mais je crois que c'est ça l'arrière-pensée positive que le roi avait dans sa tête, que la dynamique de la coopération pourrait apporter
des solutions acceptables pour tous à des conflits qui existent encore. Alors justement, est-ce que vous pensez, messieurs, que cela peut aussi être un message adressé aux partenaires internationaux sur la cause nationale? Le nouveau secrétaire général des Nations Unies était présent à la réception donnée par le roi lundi soir. Et puis l'adhésion du Maroc a été saluée à l'étranger. Je cite juste le porte-parole du Quai d'Orsay, Roman Nadal, qui s'est exprimé dans une déclaration rendue publique hier. Il s'agit d'une étape majeure dans la voie de l'unité, de la stabilité et du développement du continent africain. Monsieur Saïdi Boustin, est-ce que c'est aussi un message fort adressé à la communauté internationale? Écoutez, ce qui est intéressant avec le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au-delà du fait qu'il a été Premier ministre de son pays, le Portugal, qui connaît bien le Maroc, il a été aussi et surtout au commissaire aux réfugiés pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Et il a été le seul à partir dans les camps de Tindouf et de demander le recensement. En tant que commissaire aux réfugiés, il fallait qu'ils connaissent le nombre, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui partait, d'ailleurs ça, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup d'argent qui partait vers les camps et qui était détourné entre-temps, un peu plus au nord. Et donc il connaît très bien la situation, et c'était lui qui avait cité la première fois, Guterres, le chiffre de 90 000. Et donc il connaît bien la problématique, première chose. Deuxième chose, dans sa feuille de route à lui en tant que secrétaire général des Nations Unies, il a 4 ou 5 points importants sur lesquels il va travailler, que sont le réchauffement climatique, le développement durable, le problème des migrations et le problème de la sécurité. Autant de points où le Maroc a montré son expertise, il a montré son expertise et sa maîtrise. Et donc il y aura du travail qui va être fait avec le secrétaire général de l'ONU. Il va y avoir du travail qui va être fait avec les autres instances internationales et les pays en bilatéral qui ont exactement les mêmes problèmes, sauf peut-être avec Trump qui est plutôt sceptique au niveau du climat. Donc les messages étaient forts et je crois qu'ils ont été entendus malgré quelques coups de griffe dont on parlera tout à l'heure. Monsieur Saïdi? Je pense que la réaction des chancelleries internationales, enfin, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, pour ne citer que cela, l'Union européenne ont été unanimes pour saluer cette adhésion. Parce que, enfin, il faut le dire, le Maroc est un des pays les plus dynamiques du continent, et voir l'instance panafricaine amputée d'un membre aussi important était une ineptie. Donc maintenant, les choses sont corrigées. Le Maroc siégera désormais à l'Union africaine. Et justement, je pense qu'il faut voir cette adhésion. Certes, nous avons une cause nationale à défendre, mais justement, Sa Majesté a dit qu'il voulait redonner le leadership à l'Afrique. Donc on est là aussi pour réformer cette institution, pour la rendre plus efficace et lui donner les moyens de porter les aspirations des Africains. Chose qui, pour l'instant, était très loin d'être concrète, puisqu'on le voit dans plein de conflits. Enfin, si je ne cite que, par exemple, la crise gambienne qui vient d'avoir lieu pendant le mois de janvier. Est-ce que l'Union africaine s'est exprimée? Est-ce que la Commission paix et sécurité a eu le moindre rôle? Non. C'est la CEDEAO. Il y a eu des initiatives par les pays de la CEDEAO. C'est la CEDEAO. Sur le Mali également, sur le Mali. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Union africaine, telle qu'elle l'était, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, était un organe plus symbolique qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment d'efficacité dans l'action. Donc je pense qu'il faut voir aussi le Maroc, enfin l'adhésion du Maroc à l'Union africaine à cette aune. Et je pense que justement à cette aune, les chancelleries internationales ne peuvent que saluer cette adhésion parce que ça devrait justement donner un nouveau souffle. Donner un nouveau souffle et hisser l'organisation panafricaine à un niveau requis pour devenir un vrai partenaire dans le dialogue international. Alors juste un mot sur cette instance avant qu'on passe au discours du roi. Vous avez souligné la lourdeur bureaucratique et puis la difficulté à être une vraie force d'action. Le président rwandais Paul Kagame avait été chargé de faire des propositions pour justement réformer l'Union africaine. Il les a faites, elles vont être étudiées. Mais c'est le nouveau président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamed, qui va être en charge aussi de cette réforme. Il a pointé les différents problèmes qu'elle rencontre. Par exemple, sur 1800 décisions prises depuis 2002 par l'Union africaine, il y en a moins de 200 qui ont été effectivement mises en œuvre. Alors juste un mot sur les deux nouvelles nominations. Le président guinéen Alpha Condé qui devient directeur de l'UA et le ministre des Affaires étrangères tchadien, et le ministre des Affaires étrangères tchadien qui devient le président de la Commission de l'Union africaine, qui est l'organe exécutif de l'Union africaine. Comment analyser ces deux nominations?
Monsieur Kamel, allez-y, comme vous voulez. Non, comme vous voulez. Je voudrais dire juste que, d'abord, constater que le plan de réforme de l'action de l'UA est l'aveu de l'échec de Mme Zouma. Oui, qui a un bilan négatif qui a été décrié par total, beaucoup de il n'a chefs tenu d'État. aucune de ses promesses. Et je ne le dis pas parce ni que sur l'indépendance financière, ni sur la réforme bureaucratique. C'est-à-dire que finalement, durant tout son mandat, il n'a rien fait que s'occuper du Maroc. On dirait presque ça. Maintenant, pour les nouvelles nominations. Les nouvelles nominations, bon, Condé, ce n'est pas une nomination, c'est une élection. On sait que ça se fait à tour de rôle. Il est chef d'État, il est président. C'est un homme très, très pondéré, très mesuré. Et je crois que sa présidence peut porter l'Union africaine et aider à la réforme de l'Union africaine. Bon, pour le Tchadien, oui. Le Tchadien. Écoutez, le Tchad a acquis un nouvel espace depuis la crise du Mali. Oui, parce qu'il a joué un rôle clé dans la gestion sécuritaire de la région. Depuis les années 80, on sait que le Tchad est un pays en perpétuelle guerre, soit interne, soit externe, avec la Libye, entre eux, au Soudan. Et ils ont une armée quand même assez aguerrie, qui est très habituée au terrain subsaharien. Ou plutôt du Sahel, et qu'il a mené des opérations. Donc ça lui a donné quand même une aura. Il a été salué pour ça d'ailleurs. Oui, et le nouveau président est un proche de Driss Déby, et il a été Premier ministre, il est ministre des Affaires étrangères, il a occupé, c'est-à-dire, il a de l'envergure. Maintenant, c'est à l'épreuve du feu qu'on va voir. Je peux pas vraiment porter un jugement. Parce qu'on comptait sur le Sénégalais, l'arrivée du Sénégalais. Oui, Bathily. C'est pas arrivé. Bon, il y a eu un émiettement des voix au niveau de la sous-région, des sous-régions. Oui, parce qu'il a été élu au bout de 7 tours. Après de 7 tours, oui. C'est parce qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable solidarité sous-régionale. C'est-à-dire que les voix sont problème. Bon, c'est quoi qu'il en soit. Ça serait moins mauvais, moins pire que Zouma. Alors, Monsieur Saïdi, ensuite Monsieur Boustin. Monsieur Saïdi, parce qu'il avait demandé la parole tout à l'heure. Oui, juste par rapport à ces nominations et à cette élection, il faut dire que, comme le disait Sinaïm Kamal, que la présidence exécutive de l'UA est tournante, que généralement elle se fait par région, que cette année ça devait revenir à l'Afrique de l'Ouest et que le candidat de l'Afrique de l'Ouest qui était poussé était Alpha Condé, le professeur Alpha Condé. Maintenant, il y avait en même temps donc M. Bathily, qui était le candidat de l'Afrique de l'Ouest pour la présidence de la Commission. L'Union africaine a voulu tenir, enfin les membres ont voulu tenir le bâton par le milieu. Ils ne pouvaient pas donner deux postes stratégiques à la même région. À la même région. Et c'était donc c'était quelque part un consensus. Il faut dire qu'il y a eu une autre bataille aussi qui s'est jouée sur la fameuse commission paix et sécurité, qui est présidée depuis la création de l'UA par des Algériens. Et que justement là, pour une fois, il y avait le Nigeria qui présentait son candidat. Contre l'Algérie. Donc ça renforce l'idée que l'axe Alger-Abuja-Pretoria est rompu. Mais justement, rompu, c'est trop, mais on disait qu'il est dans une phase de tiédeur. Voilà, exactement. Donc il faut dire que ce jeu de nomination et de vote respecte une sorte d'équilibre sous-régional et que justement, pour la commission paix et sécurité, il n'y a pas eu consensus. C'est pour ça que le président reste le même et peut-être que la chose va revenir en juin prochain, lors du prochain sommet. Donc, à mon sens, maintenant, nous avons quand même un président exécutif qui est le président Alpha Condé, qui est quelqu'un sur lequel le Maroc peut compter comme étant un ami. Et que justement, c'est grâce à lui notamment que l'on a pu éviter... Absolument, c'est lui qui a fait respecter la règle de la majorité démocratique pour le soutien des autres chefs d'État. Hein. Absolument. Le soutien de Kagame aussi. Maintenant pour Moussa Faki, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, il faut attendre pour voir, parce que, comme on le disait, le Tchad a acquis une certaine place maintenant dans le giron, bien sûr, de l'émiettement de la Libye et du Mali, et que c'est devenu vraiment le seul cadenas sécuritaire de la région avec le Niger. Pour sa position par rapport à notre cause nationale, il faudra attendre pour voir. Aziz Boustin. Il faut savoir que les deux nouveaux promus,
le président Condé et le président de la commission, donc Moussa Faki, sont des juristes. Ils sont tous les deux docteurs en droit. Pour le Tchadien, pour le président de la commission, il est docteur en droit public. Il est tchadien. Il a été soutenu par l'Algérie et par l'Afrique du Sud, mais ça, il faut voir la géographie. Le Tchad n'est pas très loin de l'Algérie, et l'Algérie, on sait qu'elle fait peser des pressions pour arriver à ses fins. Bien, premier point. Deuxième point, c'est que l'Afrique a besoin de dynamo. L'Afrique a un certain nombre d'atouts, présente des espoirs, des espérances, et elle a beaucoup de richesses, et elle a besoin d'une dynamo qui va la faire véritablement fonctionner. Jusque-là, il y avait Madame Zouma, Dlamini Zouma, qui, comme l'a si joliment dit Naïm, s'est beaucoup occupée du Maroc et pas assez du reste. Elle est médecin. Elle est ex-épouse du président Zouma et elle est future candidate à la présidence de son pays. Elle a ses ambitions. D'ailleurs, elle rentre pour prendre la tête de l'ANC. Voilà, donc elle est là. Qui devient une affaire de famille. Qui devient une affaire de famille. Elle a envie de... Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un véritable besoin d'enclenchement d'une dynamique au niveau de l'Union européenne. Il faut simplement mettre les hommes... Qu'est-ce que j'ai dit? L'Union européenne. Mais c'est pas grave, on vous a compris. Vous avez bien compris, c'est l'Union africaine. Il faut une dynamique, il faut des gens qui la fassent bouger, qui la fassent véritablement décoller. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et il faut que les gens qui soient aux places où ils sont prennent les décisions et prennent les initiatives. Jusque-là, sans faire montre de patriotisme ou de chauvinisme, le Maroc a montré cette dynamique, il a montré cette activité débordante sur tous les points que j'ai cités tout à l'heure, sur les points qui font maintenant l'actualité, qui font la priorité. Bien. Dernier point, rapidement, oui, parce qu'on doit faire la pause. Vous me le permettez. Il y a eu un désaveu clair, Naïm l'a dit, je le redis, un désaveu clair du travail de Mme Zouma, parce que les points qui ont été demandés au président Kagame d'examiner, d'étudier, sont la capacité de réaction de l'Union africaine face aux crises, sont le problème de financement, sont le problème de la capacité de réaction à l'arrivée des Chinois et des Américains. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles son bilan est négatif. Son bilan est tout à fait négatif, et on peut attendre du bien de la part du nouveau promu. Et je pense qu'avec le Maroc, avec l'apport du Maroc, ça pourrait être fait. L'apport du Maroc et le tandem qui sera fait avec le président Condé, forcément, parce qu'il y a des relations d'amitié personnelles qui le lient au roi Mohamed VI. Merci, messieurs, pour ces premiers éclairages. On revient dans un instant avec l'analyse du discours du roi. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la pause pub. De retour sur le plateau du débrief, j'allais dire sur le plateau de l'UA, mais non, on est bien à Rabat, sur le plateau du débrief. On continue encore quelques minutes avant de passer à la France et à Benoît Hamon sur le discours royal d'hier devant l'Assemblée de l'Union africaine. Alors, on va citer le début du discours royal très fort pour parler du retour dans la grande famille africaine. Voici ce que le roi Mohamed VI a déclaré. « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. » Ces phrases sont déjà devenues historiques. Elles sont extrêmement fortes, absolument. Alors, ce retour dans la grande famille africaine, Aziz Boustin, un mot sur ces paroles très fortes? Alors, je ne vais rien dire sur ces paroles, si vous me permettez, parce qu'on ne commente pas l'émotion. C'était de l'émotion pure, et l'émotion parle d'elle-même. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur les mots qui ont été dits, du moins en ce qui me concerne. Elles sont, Aziz Saïdi, l'aboutissement et aussi le reflet des longs voyages du roi en Afrique, des liens qui l'unissent aux peuples africains. C'est aussi un message très fort qui est adressé? Absolument, c'était un message très fort. C'était un moment d'émotion, que ce soit pour le roi lui-même ou pour ceux qui étaient là et pour les Marocains qui suivaient le discours, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, on vient de voir quand même un leader africain se révéler. Et quand il parle de leader décomplexé, il en fait partie, tout comme Paul Kagame au Rwanda, tout comme d'autres exemples. Et justement, ce sont ces leaders-là qui pourront porter l'Afrique et porter les aspirations des Africains. Je pense aussi que ça fait des décennies que l'on n'a pas eu un chef d'État qui s'est exprimé avec autant de véracité et un discours aussi sincère sur la tribune de l'Africa Center. Je pense que c'est quasiment de l'inédit dans les décennies précédentes. Et je pense enfin que le discours était porteur de messages tout azimut.
C'était une vraie, une sorte de politique générale de l'ambition marocaine au sein de l'Union africaine. Monsieur Kamel. Je crois que Aziz Saïdi et Aziz Bousta ont dit l'essentiel sur ce discours dans sa globalité. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire que c'est un discours, c'est le discours de la raison et du cœur en même temps. On avait eu cette partie sentimentale où il y a une certaine nostalgie et même une forme de déclaration, si j'ose dire, d'amour à ce continent qui est le mien, qui est le sien. Donc il y a cette partie, mais il faut voir que le discours s'est décliné en des paragraphes ou des chapitres très concrets. Ce n'est pas une logorée pompeuse, redondante, qui pise, je sais pas... Non, elle est aussi très pragmatique. Et très pragmatique, très lucide. Même quand un roi dit « Je sais que nous ne faisons pas l'unanimité devant votre assemblée », c'est de la lucidité. Un roi, normalement, il dirait « J'ai la majorité, j'ignore les autres ». Non, il n'a pas voulu les ignorer. Il recherche l'unanimité, en fait. Il cherche la soudure. Pas l'unanimité, il cherche la soudure, la cohésion. Un discours constructif. C'est mieux. Donc, quoi, je mettrais 10 sur 10, ça serait trop. 9 sur 10. Aziz Bousta. Allez, on va aller à 9,5. Alors, je n'ai pas voulu commenter le début du discours parce que c'était l'émotion. Par contre, la fin, oui. Alors, juste avant d'en arriver à la fin, parce que je pensais que vous vouliez encore réagir sur le début du discours, mais juste avant, on parlait de pragmatisme. Il y a eu un discours aussi très fort sur les responsabilités de l'Afrique et sur les responsabilités qui incombent à ces nouveaux leaders. Vous les avez aussi évoquées tout à l'heure. Voici ce que Sa Majesté a dit. Il est temps que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique. Nous devons œuvrer afin que notre terre, après avoir subi des décennies de pillage, entre dans une ère de prospérité. L'Afrique est aujourd'hui dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Ils œuvrent en faveur de la stabilité, de l'ouverture politique, du développement économique et du progrès social de leur population. Ils agissent avec détermination, fermeté et conviction sans se soucier d'être notés ou évalués par l'Occident. Je le répète, la notion de tiers-mondisme me paraît dépassée. C'est à cette fin du discours que vous faisiez allusion, Aziz Bousta? Tout à fait. Bon, j'en étais sûre, on se comprend. Tout à fait, j'allais vous le dire, vous avez lu la fin, enfin une partie de la fin du discours. Alors comme vous avez pris certaines phrases, je vais en prendre deux autres. Pendant longtemps, nous avons tourné notre regard ailleurs pour prendre une décision, un engagement. C'est-à-dire que la décision politique et économique était prise en fait dans les pays du Nord, chez les anciens colonisateurs, et pour tout dire en France ou au niveau du Commonwealth, au niveau de Londres, à Paris ou à Londres. Et là, on rentre dans une autre discussion, mais on ne va pas commencer à faire des spéculations sur la France-Afrique, sur le reste. On va en rester là sur ce qui a été dit. Nous ne regarderons plus ailleurs, c'est-à-dire vers le nord. Nous prendrons nos décisions entre nous. Mais c'est dans la continuité des derniers discours du roi lors de ces tournées africaines de marquer réellement l'indépendance et la rupture par rapport à l'ex-colonialisme. C'est le discours d'Abidjan aussi. Oui, le discours d'Abidjan. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. L'Afrique n'est plus un continent colonisé. Depuis Abidjan, il y a une continuité. On l'a vu à Abidjan sur la coopération sociale et l'autonomie et pas de tutelle. Je ne me rappelle plus l'expression exacte qui a été utilisée au discours, mais qui voulait dire ça, plus de tutelle. Et puis il y a eu le discours de Riyad, dans un autre contexte qui n'est pas africain mais qui est arabe, dans les pays du Golfe, et qui s'est adressé directement à l'Occident, leur disant « laissez-nous faire notre travail ». On vous laisse terminer, Aziz Bousta, et ensuite je vous redonne la parole. Donc, voilà, alors je rejoins ce que dit Naïm, mais je voudrais revenir sur la dernière phrase, qui est l'une des dernières phrases du discours, qui est à mon sens extrêmement forte, si vous me permettez. La faillite de leur sondage, enfin des pays occidentaux, les termes sont très forts. C'est la transition pour Benoît. C'est la transition pour Benoît. Je ne vais plus rien avoir à faire sur ce plateau si ça continue. Allez-y, Aziz Bousta, on vous écoute. Le sondage révèle combien ils ont perdu, donc les pays du Nord, toute capacité de comprendre les aspirations de leur peuple. Et pourtant, ces pays à la situation sociale et économique défaillante, au leadership faiblissant, s'arrogent le droit de nous dicter leur modèle de croissance. C'est une véritable rupture, mais politique, dite d'une manière peut-être musclé, mais pas d'une manière excitée comme le font les gens. C'est pas agressif. C'est pas agressif. On a des discours similaires qu'on va retrouver au niveau, encore une fois, de nos adversaires, qui sont l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui ont des discours particulièrement virils,
particulièrement à la limite de l'insulte, contre le colon, contre le colonisateur, sans rien proposer. Là, le roi, ce qu'il dit en substance, écoutez, l'histoire est ce qu'elle est, nous avons eu ce que nous avons eu en bien ou en mal, d'ailleurs il le dit clairement, que la colonisation n'est pas responsable de tous nos maux, mais qu'elle a gardé des conséquences néfastes, c'est-à-dire que nous avons aussi notre part de responsabilité. Bien, maintenant, que ces gens-là ne nous donnent pas de leçons. Et c'est ce qu'il avait dit aussi à Riyad quand le roi Mohammed VI, quand il avait sorti la phrase « Que veulent-ils de nous ?» C'était une phrase abrupte. Et donc il y a une logique il y a une logique directe, mais une logique qui s'accompagne de propositions. Laissez-nous faire. Avant, vous ne vouliez pas nous laisser faire parce que nous ne savions pas faire. Nous regardions ailleurs, comme il a dit. Aujourd'hui, nous savons regarder devant nous ce que nous avons comme atout. Nous avons un continent riche dans le sous-sol, un continent de jeunes, avec une population jeune, une population avec pleine d'espoir. Avec des leaders décomplexés. Nous avons des leaders décomplexés, des leaders qui, quand on les regarde, à part la liste, c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure, la liste des 10 pays des refusniks de l'adhésion du Maroc, les autres sont tous des docteurs en droit. Ouattara est un ancien responsable du FMI. Il y a des gens qui sont des gens véritablement solides. Ils ne le sont pas tous, mais ils le sont de plus en plus. Et donc, laissez-nous faire. On va pouvoir faire. On sait quoi faire. On sait faire, laissez-nous. C'est ce qu'il dit aussi dans sa conclusion, c'est la voie de la solidarité et de la paix de l'Union que mon pays a choisi. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Et puis surtout cette phrase, nous, peuple d'Afrique, avons les moyens et le génie et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples. Et c'est ce qui avait été dit aussi au sommet africain de l'action, qui était un moment aussi très émouvant, en marge de la COP22, c'était le 16 ou le 17 novembre, où... à Marrakech, où il y a eu une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, bien avant. D'ailleurs, il y fait référence dans son discours. Oui, l'Afrique, l'initiative triple. Le sommet de Marrakech. Aziz Saïdi, sur cet aspect très, un peu de reconnaissance du potentiel africain et puis surtout de rupture avec un passé fragile de l'Afrique. Pour moi, vous prêchez un convaincu. Enfin, je suis rédacteur en chef d'un support panafricain qui suit une Afrique en mouvement, notamment dans le sens économique et politique, dans la prise de conscience. Et je pense que ces aspirations existent, qu'elles sont très fortes et que là, elles sont en train d'être portées par des leaders justement décomplexés. Maintenant, il faut pas non plus rester sur les beaux discours. Il faut être dans le concret. Et justement, ce discours, il est là pour planter, je le disais tout à l'heure, on dirait une déclaration de politique générale pour une action à venir. Une sorte de feuille de route. Une sorte de feuille de route. Et je pense que c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un temps qui est inédit parce que soit il y a des discours pleins d'animosité et qui sont comme le disait Sinaïm Kamal tout à l'heure, ils sont dans une matrice qui existe des années 60 ou même avant. Alors que là, c'est un discours moderne, c'est une réflexion lucide. Et point par point, on parle de l'agriculture parce que l'enjeu alimentaire en Afrique est non seulement stratégique, mais essentiel. C'est la phrase qui lui a beaucoup plu. Laquelle ? Oui, ce n'est pas avec du gaz et du pétrole que nous satisfaisons. Beaucoup de thèmes ont été abordés. Il y a eu les grands projets stratégiques du Maroc que le Maroc mène avec ses partenaires africains. Il y a aussi la paix et la sécurité. Il y avait des petites piques de temps en temps. Et celle-là était bien parce que les Algériens étaient là pendant. Bien cousu. C'était bien cousu, c'était bien dit. Je voudrais faire juste une dernière question, parce qu'il va nous rester 10 minutes pour parler de Benoît Hamon et de la gauche française. Une dernière question sur « Et maintenant ?» Maintenant, le Maroc a adhéré à l'Union africaine. Le discours du roi est désormais un discours historique qui trace les grandes lignes à la fois de la vision marocaine pour l'Afrique et en Afrique et de la démarche marocaine. Et maintenant, je peux le dire en arabe. Si vous voulez, je vais essayer de vous traduire. C'est une phrase qui a été utilisée par Feu Mohamed V après l'indépendance. C'est la vraie bataille qui va commencer, c'est de la construction. Si on veut être constructif. Sinon, on va être ramené en arrière et sûrement qu'on aura des bâtons dans les roues, mais il faut rester optimiste. Aziz Boustard, très rapidement. La nouvelle doctrine diplomatique marocaine
est de ne pas parler uniquement du Sahara et à tout le monde du Sahara. C'est de parler économie, c'est de parler business, c'est de parler prospérité et richesse. Et c'est ce qui se passe dans l'ensemble des pays où va le roi du Maroc, où va le Maroc d'une manière générale, c'est ce qui se passe aussi en Afrique. Je pense que la priorité maintenant, le Jihad al-Akbar, va être de contribuer à développer ces pays, à développer ce continent. Par la suite, le reste, les autres tomberont d'eux-mêmes quand les chefs d'État le comprendront, surtout que ceux qui les soutiennent sont des gens qui sont eux-mêmes fragilisés. Alors je pense que ni le roi, ni la diplomatie marocaine, quel que soit le futur ministre des Affaires étrangères, va faire dans le frontal. Ne va faire dans le frontal. Peut-être que d'autres pourraient s'en occuper, mais ce n'est plus la priorité. La priorité maintenant, c'est la prospérité et c'est la richesse. Aziz Saïdi, très rapidement aussi. Je dirais juste que ce discours, il a suscité de l'espoir au sein des Africains et des États membres. Et je pense qu'il faut être à hauteur de ce discours. Maintenant, d'un point de vue concret, le Maroc doit compléter ses procédures pour pouvoir siéger officiellement, parce que encore une fois, c'est le président Alpha Condé qui a permis justement au Maroc, au roi Mohamed VI de venir s'exprimer et justement de siéger, mais les procédures doivent être complétées. Et par la suite, il faut que le Maroc agisse au sein des instances de l'UA pour réformer l'UA et en faire un outil efficace pour la réalisation des aspirations des Africains. Merci, messieurs, pour ces commentaires et cette analyse du retour du Maroc dans sa grande famille africaine et son adhésion à l'Union africaine. On part maintenant en France. Il nous reste quelques minutes pour parler de Benoît Hamon, qui dimanche dernier a remporté presque 60% quand même des voix, 58,7 pour être exact, face à Manuel Valls, qui lui s'en sort avec 41,3% des voix. Alors, deux questions. C'est un peu l'hécatombe des têtes d'affiche dans ces élections présidentielles françaises, après Nicolas Sarkozy, après Jean-François Copé, après Alain Juppé. On voit donc Hollande qui ne s'est pas présenté, Valls qui est éliminé. Alors, est-ce que c'est la victoire des outsiders Et puis, la deuxième question, la gifle aussi, comme le titre beaucoup de quotidiens français, de Manuel Valls. Est-ce que c'est un désaveu total d'un certain parti socialiste, celui qu'a incarné François Hollande? Qui veut commencer? Écoutez, pour les Aziz Boustin. Je me lance. Pour les outsiders, oui, mais enfin, c'est pas uniquement en France. Vous avez ça aussi en Grèce, Syriza, dont on n'avait jamais entendu parler il y a 5 ans. Vous avez ça aussi, Podemos, en Espagne, on n'avait jamais entendu parler. Iglesias, personne, c'est devenu quelqu'un, bon, il est devenu pratiquement le deuxième parti espagnol. Vous avez forcément le cas Trump et Hillary Clinton. Donc maintenant, c'est un changement, si vous voulez, sociologique, électoral, qui se passe au niveau de toutes les grandes démocraties, un peu partout, où c'est je ne dis pas que Hamon est populiste, mais c'est les populistes. Qui tirent vers les extrêmes. Qui tirent vers les extrêmes, qui tirent vers la facilité, vers le discours facile. Ça, c'est pour les populistes. Pour les autres, comme par exemple pour Benoît Hamon, c'est une population qui en a assez, qui veut des visages nouveaux. Il a incarné la fronde contre la politique menée par François Hollande. Il a quitté le gouvernement, il a eu des positions bien tranchées, et donc il est satisfait à ce besoin de la population générale, mondiale, pour être général et particulièrement en France, d'avoir des gens nouveaux. C'est ce qui explique que Macron soit aussi haut dans les sondages, c'est ce qui explique que François Fillon soit passé et on lui souhaite de rester. En dépit des difficultés très nombreuses auxquelles il est confronté depuis une semaine. Parce que rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Je vous laisse terminer. Non, c'est bon, j'ai fini. Aziz Saïdi. Juste pour dire qu'en fait, on le voit, les électeurs, en France, en Espagne, aux États-Unis et ailleurs, sont dans une optique de renouvellement du personnel politique. On ne veut plus des têtes d'affiche, ça d'une part. Et d'autre part, on a l'impression aussi que plus un candidat est le chouchou des médias, moins il a de chances de passer. Oui. Encore une chose, plus on est favori dans les sondages, moins aussi on a de chances de passer. Parce que aucun sondage ne donnait Benoît Hamon victorieux, aucun sondage ne donnait Fillon victorieux face à Juppé. Donc voilà, on le voit. Donc on a l'impression que maintenant c'est les peuples qui veulent s'exprimer. Et pour ne pas reprendre des paroles un peu populistes de Trump, mais justement on a l'impression que le monde politico-médiatique est de plus en plus rejeté par les populations. Je pense que justement le problème, c'est que ça verse de l'eau dans le moulin des populistes, parce que leur message est simple. On l'a vu avec la campagne de Trump.
Le message est très simple, vous êtes opprimés, on va rendre l'Amérique grande comme avant. Voilà, c'est des choses qui parlent à l'Américain moyen, à l'Américain blanc moyen. Séduisants. Discours anti-système qui reçoivent de plus en plus d'écho. Maintenant, spécifiquement pour le Parti socialiste, on peut dire quand même que François Hollande, qu'on appelait Monsieur 1% ou Monsieur 0%, je ne sais plus, quand il s'est lancé dans la primaire de 2012, pour la présidentielle de 2012, justement représentait en fait à l'époque ce gars qui n'est pas très médiatique, qui est un peu... C'était le président normal, c'était presque son on thème de campagne. On était déjà dans cette optique-là. Mais je pense que le Parti socialiste est en train vraiment de se déchirer. On l'a vu avec les frondeurs, on l'a vu aujourd'hui avec les migrants du Parlement français qui commencent à aller vers Macron. Voilà. Et puis on le voit avec Mélenchon qui est sorti, lui, du Parti socialiste il y a longtemps, et qui essaie d'aller vers l'extrême gauche. Donc on voit un émiettement. La gauche française était déjà émiettée, mais là c'est le Parti socialiste qui est en train de... C'est impossible que Benoît Hamon puisse rassembler la gauche française aujourd'hui. On a vu les écolos et les Verts disent que s'il s'engage à vraiment respecter son programme, ils sont prêts à le rejoindre. Est-ce que vous pensez qu'il peut réussir l'union de la gauche? Non, je n'ai pas cet optimisme. Bon, Benoît, c'est un doux rêveur. Et les peuples ont besoin de ça. Ils prennent le malin, les électeurs ils prennent aujourd'hui le malin plaisir de mettre le candidat anti-sondage. C'est-à-dire de démentir tous les sondages. Vous pensez que c'est plus ça qu'une adhésion à son programme? Parce qu'il a un programme tout de même assez construit et séduisant. C'est un programme inchiffrable, irréalisable, on le sait. Mais aujourd'hui, les populations sont dans une telle situation qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les fait rêver. Parce que la politique, ce n'est pas seulement des chiffres. Ce n'est pas seulement de la TVA, des points, c'est aussi du rêve. On ne fait pas de la politique sans faire rêver le peuple. Parce qu'il faut lui tracer, d'ailleurs, Benoît Hamon, et citant Jaurès, il faut viser l'idéal en étant dans le réel. Donc, on essaie de s'inscrire. Maintenant, pour réussir l'unification, est-ce que de la gauche ou du PS d'abord? Parce que la gauche, elle est déjà dispersée entre la gauche de Macron, on ne sait pas si elle est à gauche ou à droite, entre la gauche de Valls, qui est centriste, centre-gauche, la gauche de Benoît Hamon, la gauche de Mélenchon. Donc, on est déjà dans ça. Et puis même au sein du Parti socialiste, beaucoup de députés ont fait défection à Hamon. Mélenchon a répondu. Il a dit, s'il veut passer prendre un café, s'il veut parler d'autre chose, je n'ai rien à lui dire. Donc il a tranché. Maintenant, à l'intérieur du Parti socialiste, je crois que les deux ailes, aujourd'hui, sont inconciliables. Et je crois que pas plus tard que ce matin, les députés pro-Valls lui demandaient s'il veut vraiment, il faut qu'il mette de l'eau dans son programme. Il ne faut pas qu'il reste tel que lui, il l'a défini. Et lui, il ne veut pas vraiment revenir sur ses décisions. Ça va être très difficile. Je crois que le Parti socialiste risque de passer une étape ou une phase comme celle qu'avait passée avant lui la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, et il faut attendre un Mitterrand de la nouvelle génération. Ce sera peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans Benoît Hamon, le temps qu'il aiguise ses armes, qu'il s'installe dans le panorama politique, c'est pour te faire de la pub. De s'installer. C'était très subtil. Dans le Parlement politique, et donc de transformer. Mais en l'état actuel des choses, je crois que c'est cuit. Vous partagez cet avis, Aziz Bousta? Vous pensez que le Parti socialiste va devoir connaître une traversée du désert avant de pouvoir de nouveau mobiliser son électorat? Je suis partiellement d'accord, dans le sens où ça va être compliqué pour le Parti socialiste qui est éclaté entre un Macron qui se présente plus ou moins comme ex-socialiste ou sympathisant. Qui est aujourd'hui donné en tête des sondages, même si, rappelons-le, il ne faut pas trop se fier aux sondages ces derniers temps. Entre Mélenchon, entre Hamon, entre ce qu'a fait Valls, Hollande, on attend de voir, donc il est totalement éclaté et je ne pense pas qu'il puisse traverser cette tourmente sans trop de dégâts. Maintenant, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Naïm, c'est quand il dit le peuple ont besoin qu'on les fasse rêver. Ils avaient besoin qu'on les fasse rêver, maintenant ils ont besoin qu'on les rassure. La France a peur
disait l'autre dans les années 70. Et la France a peur encore aujourd'hui. Elle a peur des migrants, elle a peur des musulmans, elle n'a pas encore compris. Elle a une société, comme disait d'ailleurs le roi, pour revenir à son discours, la faillite des sondages, et ils n'ont pas compris les aspirations de leur peuple. Oui, Donc, mais justement, l'échec de Manuel Valls, par exemple, qui avait clairement dit lors de sa campagne que la bataille serait d'abord culturelle et identitaire. Il a dit, il y a certes le chômage et l'économie, mais la bataille sera d'abord identitaire et culturelle, ce qui avait été épinglé comme un discours extrêmement populiste pour flatter les aspects identitaires. Donc justement, est-ce que les électeurs disent qu'ils ne veulent plus de ça? Valls veut faire du Sarkozy sans l'être. Il veut rassurer, mais il n'a pas les mots pour rassurer. Et puis, il n'a pas le physique aussi pour rassurer. Il fait plus peur qu'autre chose. Il est là pour rassurer. Et il fait plus peur autre chose. Maintenant, il y a un autre fait, et ce sont les réseaux sociaux. D'accord? Les réseaux sociaux ont énormément changé l'électorat, et c'est pour ça que maintenant, ces nouveaux populistes qui sont en train de monter au pouvoir et qui sont en train d'arriver aux affaires, ou alors ces nouveaux noms qui arrivent, vont chercher dans les extrêmes, dans les silencieux, dans les précarisés, dans les marginalisés, dans les sans-voix, qui se trouvent avec les réseaux sociaux et qui se retrouvent avec... alors maintenant... Quid, hein, n'est-ce pas, pour te faire un peu de pub, de Marine Le Pen. Décidément, de Marine vous Le avez Pen. une belle tribune, voilà, comme ça on n'aura pas oublié notre ami Aziz Saïdi. Donc, je vous laisse terminer. Voilà, de Marine Le Pen qui est en train d'arriver, que tout le monde donne perdante au second tour, mais que tout le monde donne gagnante au premier tour, arriver assez loin devant au premier tour, et c'est ça qui est particulièrement, non seulement inquiétant pour la France, mais un peu aussi affligeant. Aziz Saïdi, vous avez le dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous partagez ces constats plutôt pessimistes, je dois dire. Oui, pessimiste pour le Parti socialiste, oui. Maintenant pour le panorama général de l'élection présidentielle française telle qu'il se présente maintenant, nous avons un boulevard qui se dégage, qui se dégage pour Macron. Parce que de Hamon, qui est à la gauche du Parti socialiste, et avec Mélenchon un peu plus à gauche, jusqu'à Marine Le Pen, puisque Fillon vient de recevoir un coup... qui me semble quand même assez fatal. Oui, et qui remet en cause sérieusement sa candidature. Plusieurs députés aujourd'hui se sont désolidarisés, enfin plusieurs députés, les Républicains, se sont désolidarisés aujourd'hui. Bien sûr, il faudra attendre les conclusions de l'enquête qui viendront d'ici 15 jours, je pense. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un boulevard pour Macron, qui représente un peu le social-démocrate, c'est quelque part le rêve de François Bayrou qui vient de se réaliser un peu trop tard pour lui. Donc, va peut-être se lancer. Il dit que peut-être qu'il va se lancer pour soutenir Macron. On laisse terminer Aziz Saïdi, parce que c'est vraiment la fin. Donc voilà, je vois qu'il y a un boulevard par rapport à ça. Mais il y a aussi, pour finir, sur Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen qui, pendant cette campagne, contrairement à ce qu'elle faisait avant et ce que faisait avant son père, est dans une politique, dans une stratégie de favori. Ça veut dire qu'elle essaie de ne pas faire de bruit. Elle n'est pas dans l'invective. Elle essaie maintenant d'aller chercher, faire du politiquement correct. Et là, pour le coup, là, ça fait peur. Parce que justement, ça voudrait dire qu'elle se voit gagnante et que maintenant, elle essaie juste de ne pas glisser sur la dernière ligne droite. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir aidés à mieux comprendre ces différentes actualités. On aura sans doute l'occasion de revenir sur les présidentielles françaises. Merci Naïm Kamel, merci Aziz Boussa, merci Aziz Saïdi. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Très bonne soirée à tous.